Bonjour à tous, bienvenue sur ce live du musée d'art contemporain de Montélimar où nous accueillons pour cette nuit des musées virtuels Stéphanie Nava qui est l'artiste que nous exposons dans nos salles depuis le 20 septembre et que malheureusement nous ne pouvons plus voir actuellement. Bonsoir Camille et bonsoir tout le monde. Donc nous allons pouvoir faire cette petite visite virtuelle grâce à toi Stéphanie, et tu nous as aussi apporté une petite surprise que tu nous présenteras à la fin de nos échanges. Oui, alors on va, je crois, discuter une petite heure et puis pour terminer aussi avec une œuvre qui n'est pas dans l'exposition et qui du coup est une chose un petit peu inédite. J'ai amené une petite animation réalisée avec un ami musicien, Graham Gargiulio de Londres. Et voilà, donc un petit film d'animation que j'ai terminé en 2015 et qui sera diffusé à la fin de ce live dans une petite heure. Ben, merci Stéphanie. Du coup, on va peut-être commencer par une petite présentation de cette exposition. Tu présentes ton travail sur 3 salles. Une salle consacrée au paysage, une salle consacrée à la communauté et enfin une salle consacrée à la ville. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la façon dont tu as conçu cette exposition et éventuellement le récit que tu as voulu faire? Alors en fait, le point de départ, ça a été la question du paysage dont on avait discuté à propos d'un autre projet pour le château. Et donc j'avais ces images, ces dessins autour de questions de paysage. Et puis en fait la configuration des salles qui m'ont été proposées, que tu m'as proposées au musée. Donc on avait 3 salles. Et je me suis dit, bon, moi ce qui m'intéresse dans mon travail, ce sont les lieux et les personnes. Et les lieux, ils sont de 2 ordres. Il y a les lieux naturels, les paysages, mais aussi les lieux urbains, la ville. Et puis après, il y a cette 3e composante, on va dire un peu fondamentale dans mon travail, qui est la question des gens, de la communauté. On pourrait appeler ça de façon un peu plus savante, mais de cette histoire de voilà, mon travail il est vraiment autour de comment les gens vivent et comment ils organisent leur vie dans ces espaces qu'ils traversent. Donc après, le fait que nous ayons 3 salles à disposition, pour moi ça a été une sorte d'organisation logique de l'exposition en séparant les parties, tout en conservant néanmoins des renvois. Dans chaque salle, il y a des pièces qui font écho aux autres. Ok. Également, je pense qu'il y a quelque chose qui est très intéressant, qui est assez central dans ton travail, c'est le rôle de l'observation. La question de la façon dont le réel vient s'inscrire dans tes œuvres, tu as un travail d'observation au quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, en fait, le processus de travail, on ne sait jamais vraiment trop comment ça se fabrique. Moi, je n'ai pas vraiment de recette quand je travaille. Je vais à l'atelier, je fais des choses. Bon, des fois, je ne fais rien. Des fois, je me dors. Des fois, j'essaye de ne pas regarder Internet parce que là, sinon, je ne fais vraiment rien. Mais je sais qu'il y a une partie du travail qui se fait quelque part sans moi, c'est-à-dire sans ma présence active. Et elle se fait, il y a toujours cette peur de ne plus arriver à avoir d'idées, à faire des choses. Donc, pour contrer cette angoisse-là, il y a toujours la nécessité pour moi de noter un maximum de choses. Et je suis un peu toujours à l'affût. Je me promène, je vois une situation, j'entends quelque chose à la radio, je vois une œuvre dans un musée, ou je lis quelque chose dans un livre. Donc j'ai des carnets que je remplis de façon assez régulière avec des choses. Et puis régulièrement, je refais le tour des carnets, je renote les mêmes choses, je les accroche au mur et ainsi de suite. Et en fait, le réel et ce qui m'entoure, c'est un peu mon matériau de travail. Et ce qui se passe, c'est que les œuvres, elles se construisent vraiment à un moment donné, tout ce que j'ai amassé
comme matériau va je ne sais trop comment, mais les choses éparses vont se mettre en ordre. Il va y avoir des rencontres qui s'opèrent et des idées d'œuvres vont apparaître. Est-ce que tu peux justement nous dire un peu comment tu as travaillé sur la baie d'Along et cette œuvre, un derrière l'autre et continuellement? Alors, la baie d'Along, en fait, j'y suis allée en 2012. J'ai fait un voyage au Vietnam et je suis allée forcément à la baie d'Along parce que voilà, c'est un paysage tellement incroyable, je voulais absolument voir ça. Et j'ai fait une croisière voilà, avec un bateau pendant 2 jours dans la baie, dormi dans la baie. Et j'ai commencé à essayer de dessiner cette baie parce que c'est quand même... je l'ai un peu photographiée, mais les photographies, on les connaît tellement. Et puis, je voulais essayer de la capturer. Donc, j'ai dessiné. Et c'était pas du tout satisfaisant ce que je faisais. Mais par contre, à un moment donné, quand le bateau a bougé, ce qui s'est passé, c'est que quand on est dans la baie d'Along, il y a des milliers d'îles qui sont des espèces de gros rochers comme ça, noirs, avec de la végétation. Et on est dans un labyrinthe comme ça, on se promène entre ces rochers. C'est très, très impressionnant. Mais surtout, à un moment donné, je sais pas, on a l'impression d'être dans la 4e dimension. Ça ne s'arrête plus. Il y en a toujours un derrière et on avance, entre, et puis il y en a encore un, et puis il y en a encore un, d'où le titre. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, comme le bateau allait trop vite pour que j'arrive à tout dessiner, je m'étais mis tout au début, sur la proue du bateau, vraiment tout devant. Et il allait tout doucement, mais quand même, j'arrivais pas à dessiner tout assez vite. Et du coup, en fait, j'ai commencé à juste dessiner le contour de chacun des rochers. Et puis, je suis rentrée en France et j'ai continué ma vie, j'ai fait d'autres choses. Et puis, 3 ans plus tard, même en 2015 ou 2016, à un moment donné, j'ai plus trop eu, pour des raisons personnelles, j'ai plus trop eu la possibilité d'aller à l'atelier. Et donc, j'ai travaillé chez moi, dans un espace réduit. Et du coup, je me suis mis à faire des petits dessins. Et là, la baie d'Along est revenue. Et j'ai eu envie, j'ai aussi trouvé un matériau incroyable qui est une espèce de pierre. Moi, c'est du fusain compressé, mais aquarellable, et qui devient comme une sorte d'encre. Et j'ai fait cette série de dessins en reprenant mes carnets. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refabriqué une baie d'Along qui n'est pas la vraie baie d'Along, parce qu'en fait, mes dessins sont complètement faux, si on veut dire, par rapport à la réalité, puisque ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les contours des rochers que j'avais dessinés et que je les ai réutilisés. Un coup, je les mets devant, un coup, je les mets derrière, mais c'est plus ou moins, donc il y a une 15aine de dessins, ou un peu plus, même 19, je crois, pour l'instant. Enfin, c'est une série. De temps en temps, j'en fais un, ça me détend. Il y a un côté un peu... voilà, c'est un truc un peu zen à faire. Et à chaque fois, voilà, c'est des Legos, j'en mets un devant, un derrière. C'est comme des éléments de décor que je vais déplacer et refabriquer pour reconstituer un paysage. Et ce que j'aime bien, c'est que ce sont des dessins... la baie d'Along, c'est un paysage qui est très... qui est mondialement connu, qui est un truc un peu... Voilà, c'est extrêmement typique, c'est pittoresque. Et moi, ce que j'aime bien, c'est aussi l'idée de partir de fabriquer un paysage pittoresque comme ça, qui fait tout de suite écho dans l'esprit des gens. Quand on voit les dessins, j'ai donné aussi un style voilà, qui ressemble, qui s'approche, qui vraiment n'arrive pas du tout à la cheville des grands maîtres asiatiques, chinois à l'encre. Mais bon, dans cette idée-là, donc il y a quelque chose qui est très facilement... abordable, j'allais dire, visuellement. Et en même temps, moi, derrière, je fais toute ma petite construction mentale sur la question de la profondeur et du plat, les questions de perspective, la question de la refabrication des paysages, des questions d'histoire de l'art, finalement. Alors, je rappelle à tous ceux qui nous regardent que, bien sûr, vous pouvez nous poser des questions. Vous pouvez poser des questions à Stéphanie Nava. Et on va continuer, mais bien sûr, tout le monde peut interagir avec nous. Du coup, là, avec la baie d'Along, on voit que tu as repris certains motifs, que tu as recomposés, mais parfois, tu vas même un petit peu plus loin. Pour la série Habité, tu mélangeais des motifs humains avec des motifs
de la ville, ou bien sinon aussi pour l'absorbeur de paysage, tu fusionnes des motifs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette approche de ton travail où tu prends des éléments que tu as observés, tu les recombines, tu les fusionnes, tu les imbriques. Qu'est-ce que est-ce que ça a, entre guillemets, une fonction dans ton travail? Est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur? Enfin, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors en fait, je pense que je crois que je fais des montages. Je vais utiliser du vocabulaire qui vient du cinéma, parce que même si le cinéma a une place un peu moins grande dans ma vie aujourd'hui, mais il est quand même assez important, et puis c'est une source d'inspiration assez forte, parce qu'il y a beaucoup de situations que je note et que je réutilise qui proviennent du cinéma. Et j'aime cette idée du montage, de se dire on prend une chose, on l'assemble à une autre, et il y a un sens nouveau qui arrive dans la rencontre, en fait. De se dire que on met ensemble des choses qui ne sont pas forcément faites pour l'être, ou en tout cas destinées à l'être, même en termes d'échelle, par exemple, parce que des fois, par exemple, pour la série des habités, on a des personnages surdimensionnés par rapport au skyline de ville comme ça. Donc on a des personnages qui s'échappent de ces espèces d'îlots. Et en même temps, je me dis, moi, je vois bien que si on met ces choses-là ensemble, la question combinatoire, elle est productrice de sens. Ça raconte de nouvelles choses. Après, c'est moi aussi la façon dont je fonctionne. Je vois quelque chose, et je pense que tout le monde fonctionne un peu comme ça. On voit quelque chose et ça nous fait penser à autre chose. Et j'aime bien cette idée qu'on est toujours en train de faire des allées-venues. En fait, les choses, elles ne sont pas unilatérales, il n'y a pas un sens, il y a toujours plusieurs facettes. Et surtout, si on a un objet qu'on met en relation avec un autre, on démultiplie sa capacité de récit, de raconter des choses, et puis on ouvre plein de portes supplémentaires. Après, il y a des choses qui sont aussi par rapport aux matériaux. Moi, je suis quelqu'un qui fabrique beaucoup. Les œuvres, et j'ai eu quelques œuvres comme ça où j'ai fait faire, et moi, ça me rend super triste, parce qu'en fait, j'ai envie de mettre la main à la pâte et de bricoler les trucs. Et là, par exemple, ces dessins à l'encre que sont les archipels ou la série Habitée. Donc, c'est vraiment des dessins où je joue avec l'idée d'une tache d'encre, parce que j'ai ces encres que j'utilise régulièrement. Et en fait, moi, je fais des taches avec les encres, pouf, ça coule. Et là, en fait, c'est vraiment des dessins où il y a une forme vaguement préconçue. Et puis je commence à remplir. En fait, après, c'est vraiment le jeu avec la liquidité du matériau. Je le pousse dans un coin, je le repousse dans l'autre. Donc ça se fabrique bien plus pendant que je le dessine qu'avant dans mon esprit. Est-ce que aussi ça vient dire quelque chose d'une relation entre ces personnages? Est-ce qu'il y a une interprétation que tu as pu y mettre toi? Alors, cette série-là particulièrement, la série à la fois la série des archipels, qui sont donc la série verte, et la série des habités, qui sont les bruns étant antérieurs aux archipels, les habités étant venus d'abord. En fait, la série pour moi, c'est des dessins qui n'ont pas vraiment de sens à chaque fois, mais qui sont très très ouverts à l'interprétation. Je le vois bien que c'est des dessins qui sont ils sont assez lyriques, ces dessins. Il y a des mains comme ça qui sortent de la ville. Des fois, il y a des petits pieds qui sont d'un côté. Il y a des gens qui me disent qu'ils sont très joyeux, d'autres qui les trouvent très tristes. Certains sont tristes, certains sont joyeux. Et pour moi, j'ai pas forcément, chaque groupe n'a pas forcément un sens en particulier, même si j'essaye de mettre en place des relations.
ça vient, je vais dire, ça vient au fur et à mesure, en fait. Ça s'invente un peu en le faisant. Et c'est plus la forme qui va dicter le sens pour moi et qui va venir a posteriori. En tout cas, c'est plus les formes qui vont dicter les gestes que je vais faire et que je vais amener, plutôt que vouloir dire un personnage solitaire avec un autre qui s'est détaché de lui, ou 3 personnages qui sont en conflit, et ainsi de suite. C'est vraiment... ceux-là, ce sont des dessins qui sont, contrairement à d'autres travaux, ce sont des dessins qui sont très intuitifs. Je reviens sur cette question de prendre des éléments, d'en proposer une recombinaison, parce que parfois ça peut faire, pour celui qui regarde, quelque chose d'assez insolite, un peu étrange. Par exemple, l'absorbeur de paysage, ça nous arrive pas très souvent de voir quelqu'un taper à la machine dans un téléphérique. Ou bien light projection, c'est assez rare qu'on croise quelqu'un avec une tête en forme de paysage. Toi, quand on discute ensemble, tu me dis, mais la question de l'imaginaire, c'est une question qui m'intéresse pas. Mais est-ce que l'imaginaire de celui qui regarde tes œuvres, c'est quelque chose qui t'intéresse? Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens prennent du plaisir à regarder les œuvres. Moi, ce qui m'intéresse. Je ne sais même pas si c'est ça qui m'intéresse. En fait, je ne sais pas trop. J'avoue que le spectateur, il ne vient pas trop dans le processus de travail, et même dans mon... Il vient, le spectateur, dans mon esprit quand j'installe une exposition. Du coup, je pense au spectateur parce que je me dis, il va voir ça, puis après, il va voir ça. Bon, faut pas qu'il s'ennuie, donc on va changer un peu, on va mettre ci et ainsi de suite. Bon, voilà. Mais après, quand je travaille, l'interprétation que les spectateurs peuvent faire de mes œuvres, c'est pas du tout quelque chose qui me préoccupe. Et l'interprétation que je peux en faire, elle est... c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il y a des œuvres que je pense avant et que je réalise, et puis il y a des œuvres que je pense en les réalisant, et il y a des œuvres que je réalise et je pense après. Et je me dis, oh, j'ai fait ça. Donc, c'est toujours un peu changeant. Après, je vois bien qu'il y a il y a un effet, des fois, les gens me disent, oui, il y a un truc un peu surréaliste dans ton travail. Et moi, c'est pas vraiment une combinatoire surréaliste au sens voilà, de l'espèce d'imprévu, hein, la rencontre c'est quoi? C'est la machine à écrire et je sais plus, voilà, l'autre est amont, j'ai perdu. Aïe, oui, bref. Ouais. La machine à coudre et la machine à écrire. Mais moi, j'ai la machine à écrire, j'ai pas la machine à coudre. J'ai la machine à écrire dans le téléphérique. Et pour moi, la machine à coudre, la machine à coudre, voilà, elle est en train, et en même temps, c'est un peu ça, elle est en train de tisser quelque chose. Pour moi, c'était l'idée, ce dessin-là, par exemple, il est parti d'une idée de se dire, je ne sais plus comment je l'ai fait d'ailleurs. Je crois que je sais même plus. Mais je crois que l'idée de départ, c'était quand on est dans un téléphérique et on a une espèce de vue comme ça sur le paysage. Et qu'est-ce qui se passe si quand on regarde le paysage, on absorbe tout et il n'y a plus rien? Et que par contre, celui qui a tout absorbé nous le redonne d'une autre manière. Donc par un livre, par un film, le narrateur, en fait, il a tout absorbé et puis il nous le redonne. C'était un peu parler de celui qui raconte, finalement, ce dessin. Et après, il fallait, du coup, moi, ce que j'ai mis en place, c'est pas tant une espèce de narration qu'une mécanique. Donc j'ai doté cette femme d'un objet pour traverser le mur de la salle, qui est tout blanc. Il n'y a plus de paysage, elle a tout pris. Et c'est d'ailleurs un dessin que je peux faire à des tailles différentes. Et il me sert à donner l'échelle du mur. Quand il est tout petit, le mur paraît très grand. Et quand il est très grand, le mur paraît plus petit. Et puis, après, je lui ai donné un outil pour retranscrire et un outil aussi pour absorber, puisqu'elle a des lunettes. Donc, elle regarde à travers la fenêtre. Elle a un instrument de vision. Elle n'a pas des lunettes juste pour faire joli. Les lunettes, c'est vraiment pour marquer que ses yeux sont importants. Et après, elle écrit. Et je ne voulais pas qu'elle écrive avec un stylo. Il fallait qu'il y ait une espèce de chose mécanique de retranscription. Et comme une secrétaire, en fait, qui note les choses.
Juste pour réagir un peu avec ceux qui nous regardent, Philippe te dit il y a donc une forme de lâcher-prise et d'acceptation de l'accident dans ton travail. Est-ce que tu es d'accord avec cette proposition? Alors, on va dire que j'essaye de faire des dérapages contrôlés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des accidents. C'est pas vraiment des accidents. Il y a un lâcher-prise par rapport à par rapport au sens. C'est-à-dire que j'essaye pas de tout bloquer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, moi, les œuvres à message où tout est verrouillé et il y a un sens, ça m'ennuie à mourir. Moi, j'aime pas ça, je m'ennuie. Et j'aime bien quand il y a des trucs qui sont pas complètement fermés. Et par contre, l'accident, moi, j'aime beaucoup ça. J'ai par exemple des choses qui sont dans l'atelier. Je sais pas, j'avais coupé un arbre dans le jardin de mon atelier et c'était un sapin. Et j'ai gardé les écorces du sapin pendant très longtemps dans l'atelier. Ils sont restés, mais je sais pas, 3 ans, 4 ans. Et j'avais ces trucs qui m'encombraient dans un coin. Et ça ne me faisait rien, mais j'étais là, ça peut toujours servir. Et puis un jour, j'ai récupéré un sac de chutes de bois d'un ébéniste. Et les chutes de bois sont venues se loger dans ça s'est mis ensemble. Et je me suis dit, mais ça va avec ça. Et tout d'un coup, il y a eu une coïncidence, en fait. Plus que des accidents, c'est vraiment, à un moment donné, moi, j'accumule beaucoup de choses de tous les côtés. Et puis, en tâche de fond, là, pour avoir un langage informatique, il y a des connexions qui se font. Tout d'un coup, il y a des choses qui se mettent en relation, pif, paf, et j'ai pas forcément décidé que ça allait se passer. Donc oui, c'est un accident. Et par contre, ce que je laisse très ouvert et qui est très important pour moi, c'est que le spectateur, il est libre d'imaginer ce qu'il veut quand il voit. Et mes œuvres il y a une dimension narrative qui est très forte dans mon travail. C'est pour ça qu'il y a des figures humaines, c'est pour ça que c'est pas un art abstrait, parce que j'aime beaucoup l'idée de la narration et que chacun puisse construire aussi sa propre histoire avec ce que je fabrique. Justement, sur cette question de la narration, est-ce qu'il n'y a pas certains de tes œuvres, je parle notamment de Light Projection par exemple, donc cet homme avec une tête de paysage, est-ce qu'on peut parler de récit visuel pour tes œuvres? Est-ce que c'est une notion qui a du sens pour toi? La façon dont l'image vient en elle-même être une forme de narration ou en tout cas provoquer un récit? Alors ça, c'est effectivement le cas. C'est-à-dire que il faut que ça puisse raconter quelque chose. Sinon, sinon c'est un peu raté, quoi. Ça tombe à plat. Après, moi, je me raconte des choses qui sont pas forcément, quand je fabrique les œuvres, qui sont pas forcément celles que vont se raconter les spectateurs. C'est pas grave. Hein. Mais par exemple, pour Light Projection, c'était cette idée de se dire quand on est avec les autres, on est très très rarement complètement soi-même. On essaye toujours de se présenter sous, on tend un écran, voilà qui je suis, et en même temps, on se voit dans les yeux de l'autre. Ah mince, il pense que je suis comme ça. Ah, pourquoi j'ai dit ça comme ça? Peut-être qu'il va penser si. Donc on est sans cesse en train d'essayer sans cesse, parce que quand même il y a des moments où on est un peu détendu, j'imagine, j'espère. Mais il y a cette idée de la conscience, selon avec qui on est, de l'image de soi qu'on projette, et aussi de la façon dont les gens nous reprojettent notre propre image. Et donc je me suis dit, je voulais faire des personnages qui tiennent des sortes de miroirs comme ça. Et en fait, je me suis dit, c'est comme s'ils projetaient leur propre image. Et après, c'est des espèces d'histoires un peu cinématographiques que j'ai mises, puisque c'est toute une série. Il y en a un, il y a une image, il y a un bureau, il y en a un, il y a une ville. Là, ici, j'ai choisi celui avec le paysage pour la salle paysage. Et bien entendu, ce qui est un peu étrange après, c'est qu'il lui manque le haut de la tête, puisque le paysage ne cache pas complètement sa tête, et en même temps, sa tête a disparu derrière. Et c'est un espèce de récit comme ça. Après, moi, quand ces œuvres, on m'a raconté plein de choses dessus. Il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais c'est ça, mais en fait, c'est ça. » Et des fois, j'ai des espèces j'ai
des interprétations qui sont absolument pas du tout ce que j'ai voulu faire. Ils m'ont dit, mais si, c'est ça. Et je suis, écoute, si tu veux, il n'y a pas de problème, hein, mais c'est pas ce que j'ai voulu faire. Mais c'est intéressant que ça puisse être ça qui apparaît, que les œuvres soient suffisamment ouvertes pour l'interprétation. Alors, Emmanuel nous dit pour moi, il y a dans les dessins de Stéphanie Nava des histoires qui racontent les relations silencieuses entre les êtres humains, dans le couple, entre les hommes, la nature, le paysage, la ville. Qu'est-ce que tu répondrais à Emmanuel ? Ah ben oui, je suis très bavarde, moi, mais j'aime bien que les œuvres racontent ce qui se passe quand on ne le dit pas. Il y a l'idée d'un rapport à, j'allais dire, à l'invisible. Comme je dis, en fait, cette histoire d'Èze, c'est aussi, voilà, qu'est-ce qui se passe ici, par exemple, là, tout d'un coup, au milieu. Et il y a par exemple cette série Luftgebaut que j'ai fait avec des dessins avec des formes colorées comme ça entre les personnages. Ah oui, Luftgebaut, c'est qui veut dire élucubration en allemand, mais en fait la traduction littérale, c'est des constructions faites avec de l'air. J'aime beaucoup cette idée, voilà, on construit des choses avec l'air. Et voilà, pour moi, là, typiquement, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici. Et ce qui se passe ici, je ne le sais pas, parce que on ne le voit pas. Mais après, si je commence à mettre un objet au milieu, forcément, la relation, elle va être explicitée. Et effectivement, cette idée du silence, parce que la plupart de mes œuvres sont muettes. Les gens ne parlent pas, les visages sont fermés, souvent les gens sont de dos. C'est pas du tout une œuvre où il y a une idée comme ça du langage extrêmement développée, mais elle est là par les objets. C'est-à-dire que les combinatoires entre objets et personnages racontent tout ce qui ne se dit pas, en fait, mais qui est pourtant des fois tellement visible. Alors, on a encore un commentaire de Philippe qui demande si Marcel Duchamp t'a influencé dans ton travail. Moi, je me souviens que tu me parles plus de Jeff Wall, mais est-ce que Duchamp a eu une influence sur toi ? Je pense que Duchamp, comme toute étudiante ou étudiant aux Beaux-Arts, quand on rencontre Duchamp et qu'on a 17 ou 18 ans, il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'il ouvre des portes. Et que tout d'un coup, moi, il m'énervait beaucoup Duchamp, parce que j'ai fait les Beaux-Arts entre 91 et 96, à un moment où le rapport à l'art conceptuel était très fort, où la question de la narration et la visualité n'était pas forcément les choses à la mode. Donc moi, j'étais un peu embêtée avec tout ça. Néanmoins, pour moi, Duchamp, peut-être en fait, c'est un peu comme avec tous les artistes. Des fois, il y a une œuvre qui est vraiment importante. Et pour moi, chez Duchamp, il y a une pièce qui s'appelle With My Tongue in My Cheek, donc en anglais, qui veut dire avec ma langue dans la joue. En fait, là, avec le masque, ça va être un peu compliqué à faire, mais... Et en fait, il a dessiné son profil et en fait, il a fait un moulage de sa joue dans laquelle il met sa langue et ça pousse. Donc, on a la joue comme ça, un peu arrondie, en plâtre, collée sur le dessin. Et moi, cette œuvre-là, j'ai vu ce truc et pour moi, ça m'a sauvée de beaucoup de choses parce que je faisais énormément de dessins. J'ai toujours dessiné beaucoup. J'ai commencé en art avec le dessin en prenant des cours, d'ailleurs pas très loin d'ici, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, à la Galerie Angle, et où tous les samedis après-midi, il y avait un atelier de modèles vivants. Donc j'ai commencé à aller tous les samedis dessiner des modèles. Et moi, j'étais dans le dessin, dans la figuration, dans la représentation. Je m'intéressais à la mythologie. J'étais dans un truc un peu lyrique, limite pathos. Et là, tout d'un coup, en fait, ce geste de Duchamp de dire un dessin, on peut aussi coller un plâtre dessus, ça m'a sauvée parce que tout d'un coup, j'ai vu un potentiel de montage. Et peut-être, là, je reprends ce mot de montage, qui est un mot cinématographique, mais qui est aussi vraiment ce que fait Duchamp, c'est-à-dire qu'il prend
un objet et il lui donne un titre et le titre va amener l'objet à un autre endroit et tout d'un coup, il va y avoir un sens supplémentaire. Et c'est dans cette idée-là, pour moi, et vraiment cette petite pièce-là de Marcel Duchamp qui a été vraiment très, très importante pour moi, parce que j'ai commencé à coller des objets sur mes dessins après. Est-ce que tu peux, je rebondis sur ce que tu viens de nous dire, hein, sur le montage, le collage et sur la diversité des modes d'expression. Est-ce que tu peux nous dire ce qui fait que tu choisis le dessin, mais tu as aussi une pratique d'installation, de sculpture voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ces différents modes d'expression s'articulent pour toi? Alors, bon, le dessin, c'est un peu le fil rouge de mon travail. D'ailleurs, on me catégorise, voilà, je suis toujours l'artiste qui fait du dessin, alors qu'en fait, j'ai beaucoup d'installations, beaucoup d'objets, parce que j'aime bien bricoler. Je fais aussi beaucoup de photographies, même si j'en montre très peu. Mais j'ai un appareil photo. Quand je me promène, il y a souvent un appareil photo, et la photo, elle me sert à noter. D'ailleurs, dans l'exposition, dans le mur qu'on a fait avec tous les dessins, il y a quelques photographies au milieu qui sont des photographies de voyage en fait, mais dans lesquelles je capture aussi des relations, des choses, et qui me servent un peu comme des points, des contrepoints, on va dire, au dessin. Après, il y a des, je sais jamais trop. Moi, j'aime bien bricoler, j'aime fabriquer les trucs. Donc, si je fais que des dessins, je suis triste parce que je peux pas utiliser ma scie, ma colle, ma nouvelle scie circulaire pendulaire. J'aime bien faire des trucs comme ça où j'ai un peu les mains dans le cambouis. J'adore faire du plâtre. Le rapport au volume, il est d'abord plaisant dans la question de fabriquer des objets, et puis il est aussi intéressant après. Alors, c'est pas de la stratégie de ma part, mais c'est aussi intéressant dans une exposition d'avoir des choses différentes. Et en ce sens, là, par exemple, pour le musée, j'ai choisi on a des caissons lumineux avec des photographies, il y a des dessins à l'encre, des petits dessins, des grands dessins, des dessins de muraux, des objets. Donc, il y a diverses choses, ce qui permet d'avoir une richesse visuelle, en fait, et aussi un rapport à l'espace, et notamment à l'espace d'exposition qui est assez... qui est plus intéressant à manier. Et après, il y a des choses, je ne sais pas, par exemple, Lieu commun, qui est dans l'exposition, donc cette œuvre qui est avec donc cette ville, avec tous ces immeubles comme ça, tenus par un gros élastique en un caoutchouc vert et sur pilotis. C'est une œuvre qui est faite avec les chutes que j'avais dans mon atelier. Je garde un peu tout, un peu trop de choses, mais bon, voilà. J'ai notamment une caisse de chutes, de bouts de bois, de chutes. Et là, je sais pas, j'étais sur des histoires de maisons, et j'ai commencé à faire des maisons, et du coup, je me suis dit, je vais utiliser toutes mes chutes. Et donc, la forme, par exemple, des maisons, elle vient de la forme des chutes que j'avais, et du coup, j'ai taillé dedans pour utiliser. Et le but premier était de faire autant d'immeubles possible avec tout ce que j'avais qui traînait dans l'atelier. Les planches en dessous, c'est des planches que j'avais récupérées. Et c'est souvent des objets que j'ai pour lesquels une espèce d'affinité, où je les trouve beaux, je ne sais pas trop qu'en faire. Un écorce d'arbre, un bout de planche. Bon. Après, il y a des choses qui arrivent. Mais je sais jamais, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai pas de recette. Je sais pas trop comment ça se fabrique. Je sais que la seule recette que j'ai trouvée pour moi, pour pas me retrouver dans l'angoisse terrifiante de la page blanche, c'est d'accumuler, de glaner un maximum de choses. Je fais écureuil, en fait. Je glane plein de trucs à droite, à gauche. Je ramène tout dans l'atelier. Et là, ça va se coaguler d'une manière ou d'une autre. Tout d'un coup, je lis une chose et je la mets en relation avec un autre truc, et pim, 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 et ça fait une œuvre. Bon. Alors, on fait des petits allers-retours, on fait des sauts, hein, mais du coup, je vais revenir sur la question du silence. Et Sylvie nous dit que ton œuvre l'a fait penser à Hopper,
dans cette manifestation du silence entre les individus. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es en accord ou qu'en dirais-tu? C'est vrai que mes personnages, ils sont, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont pas très bavards. Et par exemple, les grands dessins de la fabrication de la communauté, donc ces dessins où on a des personnages, deux personnages en général, oui, il y en a toujours deux, qui sont ensemble dans un même espace, mais pas au même moment. Et c'est pour ça qu'ils sont superposés, en fait. C'est comme une double exposition photographique, mais en dessin. Voilà, donc ils sont passés au même endroit, mais ils n'étaient pas au même moment. Et qu'il y ait cette idée aussi de comment on est, l'idée d'une communauté, voilà, qu'on est ensemble au même endroit. Mais là, je m'assieds sur une chaise, il y a quelqu'un d'autre qui s'est déjà assis sur cette chaise. Et du coup, j'y suis liée, puisque je suis là. On habite une maison qui n'est pas neuve, il y a quelqu'un d'autre qui a habité là avant, il y a peut-être une trace, et du coup cette relation à l'autre, elle se fait dans le temps, mais pas forcément, l'espace et le temps ne sont pas forcément communicants. Et donc là, par exemple, dans cette série, c'est une série qui peut paraître un peu mélancolique d'ailleurs, parce que les personnages, ils sont souvent des visages un peu fermés, et il y a effectivement cette dimension assez de silence et de temps un peu long, qu'on peut avoir aussi chez Hopper, en fait, une espèce de stase et une attente. Et je pense que c'est peut-être le rapport à Hopper, et qui est aussi, tu as parlé de Jeff Wall tout à l'heure, pour moi, c'est peut-être ce rapport qui est d'ailleurs un rapport bizarrement un peu américain. Je dis bizarrement parce que je ne suis pas particulièrement américanophile, voilà, mais c'est peut-être un rapport au cinéma, en fait, et de se dire que il y a cette question de on va raconter des histoires, mais moi par rapport au cinéma, et comme Hopper le fait, ou comme Jeff Wall, qui fait ce qu'il appelle des tableaux cinématographiques, j'ai ni le mouvement ni la parole, sauf de temps en temps quand je fais des animations, mais il n'y en a pas tant que ça. Et donc du coup forcément il y a un silence, parce que c'est un moment précis qui a été arrêté, et du coup il y a une durée, il y a une durée d'un silence qui va se prolonger assez longtemps. C'était un peu embrouillé ce que j'ai dit là. Mais... Moi je reviens aussi sur... il y a un moment, notamment quand on a parlé de l'absorbeur de paysage, mais on peut dire la même chose sur la fabrication de la communauté ou sur ces dessins muraux. Tu fais le choix, pas toujours, mais tu fais le choix souvent du noir et blanc, de donner une place très importante au vide ou bien au blanc. Il y a une sorte d'économie de moyens dans ton travail. Pas toujours, mais souvent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce choix que tu fais? Alors, sur l'économie de moyens, ça vient aussi beaucoup du rapport au dessin. Et qui est de faire des dessins, c'est simple, entre guillemets, c'est-à-dire du moins simple au sens où... j'ai pas du tout besoin d'une ingénierie très grande. J'ai besoin d'une feuille de papier, d'un crayon, et je peux faire une œuvre. Ça, pour moi, c'est extrêmement précieux. Une photographie, bon, il faut l'appareil, tout ça. Après, il faut faire le tirage, il faut éventuellement maintenant les photographies numériques, les retoucher, ainsi de suite. C'est tout un truc. Et puis, il faut des moyens, faire les tirages, ça coûte cher. Après, bon. Un dessin, c'est assez simple, techniquement, à faire. Donc ça, c'est sur cette économie des moyens, elle vient de là. Après, il y a des rapports à la ligne, le rapport à la ligne claire. Il est aussi parce que, par exemple, à la fois dans les grands muraux ou dans les dessins, des grands dessins au fusain, comme la fabrication de la communauté, mais aussi d'autres dessins, une série, par exemple, très ancienne qui s'appelle Les implications amoureuses. Bon. L'idée, c'est aussi que ces dessins-là sont comme des territoires. Et donc, en fait, le trait, et c'est important d'ailleurs, ils sont tous
fermé. On ne peut pas rentrer à l'intérieur de la scène. C'est-à-dire que le cerne du dessin, il est complet. On peut faire le tour complètement. Et on ne rentre jamais à l'intérieur. Et ça, c'est assez important pour moi. C'est-à-dire que j'installe une sorte de bloc avec une articulation très précise. Et ces dessins-là, les muraux, par exemple, j'ai des groupes de personnages que je dessine séparément. Et je fais le montage après sur Photoshop, donc numériquement, pour caler vraiment leur imbrication les uns avec les autres. Donc les personnages sont vraiment des espèces de cellules isolées que je vais assembler comme un puzzle en retravaillant. Et du coup, si je commence à mettre des ombres, à mettre des détails, à mettre aussi des fioritures, d'abord ça va brouiller ce qui est le fondamental pour moi dans ces travaux-là, c'est-à-dire la composition, le travail de composition et de construction spatiale. C'est vraiment des constructions très précises spatialement. Hein. Et après aussi, d'avoir un trait comme ça le plus sobre possible, ça évacue quelque chose qui est pour moi très compliqué à gérer, qui est la question du pathos. Et aussi de l'expressivité de l'artiste. Et pour moi, je m'ennuie, mais c'est un truc que je fuis tout de suite. L'artiste qui sort ses tripes, et puis qui souffre, et puis qui, je sais pas. Et le dessin comme ça, le fait qu'on dessine avec la main, qu'il y ait ce rapport qui soit extrêmement direct dans la fabrication de l'œuvre, c'est quelque chose qui produit très facilement ce rapport avec l'intimité, avec une expressivité que moi, je récuse pour pouvoir me concentrer sur ce qui est la construction théorique, mentale, conceptuelle de l'œuvre. Donc en fait, les œuvres, et les dessins, ils ont un premier abord qui est assez narratif, où tout le monde peut accrocher, et c'est important pour moi, ça, que ce soit... c'est des œuvres qui sont assez faciles d'accès, hein, elles ne sont pas hermétiques, elles ont pas... Mais par contre, elles ont souvent, même quasiment tout le temps, une construction théorique, pour moi, derrière, très importante. Et qui est une construction qui se place à différents endroits, que ça peut être d'un point de vue du geste, de qu'est-ce que c'est que ce geste, qu'est-ce que c'est que ce geste dans l'histoire de l'art, qu'est-ce que c'est que ce motif, qu'est-ce que c'est que... ou aussi du sens précis de ce que je mets à l'intérieur. Et donc ça, pour bloquer l'attention là-dessus et pour éviter que ça se disperse du côté d'une sorte d'expressivité, je travaille beaucoup avec une ligne claire très forte. Et après, pour les muraux, ce qui est important, c'est les muraux, je les refais. Je les fais une fois, mais je les refais une autre fois. Je les refais une autre fois. Donc je les projette quand je les fais. Donc il y a plusieurs étapes. Hein. Je les dessine, je fais des croquis, je les redessine. Une fois que le dessin est calé, je scanne tout, je fais le montage sur Photoshop. Et après, une fois que le montage est prêt, je projette sur le mur pour que les personnages aient la taille désirée. Hein. Dans les muraux, sauf l'absorbeur de paysage qui est un peu particulier, mais les autres, le personnage ont quasiment tout le temps la taille humaine. Et ça, c'est assez important. Hein, une relation au spectateur. Dans les grands dessins au fusain aussi, c'est le cas. Et donc, pour que le dessin soit toujours identique, même s'il ne l'est jamais vraiment, il faut qu'il soit le plus simple possible. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur les muraux, sur ce choix-là ? Parce que pourquoi faire des muraux ? Pourquoi ne pas se contenter de faire des dessins ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Alors, le dessin mural, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a la relation à l'échelle et la relation à l'espace. La relation à l'échelle, elle est simple. Je faisais ces grands dessins comme les dessins de la fabrication de la communauté, qui sont des dessins sur papier. Et les rouleaux de papier que je trouve les plus grands, facilement trouvables dans le commerce, ils font 1,50 m de large sur 10 mètres de long. Donc 1,50 m sur 10 mètres, donc je peux faire des très grands dessins verticalement, mais horizontalement, je suis quand même bloquée très vite. Surtout si je veux avoir, comme je viens de le dire, des personnages qui sont à l'échelle 1,
qui sont à la même taille que le spectateur. Cette taille-là, elle est importante parce que c'est pas du tout le même rapport quand on est face à un tout petit dessin, et je fais aussi des tout petits dessins, où on est dans un rapport intimiste, une petite histoire qui se passe, que quand on est face à un personnage qui a la même taille que soi, qui est dans une relation finalement équivalente d'échelle. Donc ça, dès que j'ai commencé à faire des groupes avec plusieurs personnages et à des grandes échelles, je suis obligée, soit je fais des assemblages de papier, mais là ça commence à devenir une ingénierie terrible, et puis le papier c'est fragile, c'est compliqué, la conservation c'est un enfer, donc ça devient, soit on décide que les trucs vont être ratatinés au bout de 4 fois qu'ils ont été montrés, soit c'est vraiment très compliqué. Et puis après, ça veut dire qu'il y a des feuilles et plein de feuilles séparées. Donc du coup, là, la solution, c'était de se passer du papier et d'aller directement sur le mur. Et bien sûr, après, ce qui se passe, c'est que c'est le mur entier qui devient le lieu de l'œuvre. Et là, par exemple, l'absorbeur de paysage, le fil de la cabine de téléphérique, elle va du coin du mur et elle fait le tour de la salle, en fait. Donc il y a une partie de la salle où il y a juste un trait, comme ça, en biais. Et en fait, si on suit le fil, donc souvent je fais en sorte qu'on voit d'abord le trait. Donc on voit un trait au début. Et puis au bout d'un moment, ce trait, en fait, c'est plus un trait, c'est un câble de téléphérique. Et ça, j'aime bien cette idée de se dire, au début, on voit quelque chose qui est un trait de crayon. Donc c'est vraiment une chose très matérielle, qui n'a pas de sens particulier. Et puis, tout d'un coup, l'image fait que ce trait de crayon va devenir un objet, c'est-à-dire un câble. Et que ce mur ne devient plus le mur du musée, mais devient le ciel dans lequel est suspendu ce téléphérique. Et je peux témoigner que l'œuvre s'est faite pendant l'accrochage, d'une certaine façon, parce que sur un des murs où le fil s'est prolongé, au départ, on devait accrocher une œuvre. Et en accrochant ensemble, tu m'as dit, Camille, je crois que cette œuvre, je vais la mettre ailleurs. Je lui ai dit, ah non, il faut la laisser là. Puis on a fait la simulation d'accrochage ensemble et tu m'as convaincue. Et effectivement, il fallait absolument que ce mur-là fasse partie de ton paysage, que la ligne du téléphérique se prolonge dessus. Du coup, je voudrais aussi revenir. On a parlé de cette façon dont tu as tes carnets de notes, tu as des observations, tu vas venir les recombiner dans des dessins. On a parlé de cette question de l'assise théorique de tes œuvres. J'aimerais aussi qu'on puisse évoquer ensemble la façon dont parfois il peut y avoir des références artistiques, des références littéraires. Je pense notamment à La Cité, voir un petit peu, avoir encore un éclairage sur la façon dont il peut arriver de créer certaines œuvres. Alors, c'est vrai que quand je vais dans des musées ou voir des expositions, et plus particulièrement, pas forcément des choses contemporaines, mais des œuvres historiques, je dessine beaucoup de choses et je prends des notes, en fait. Je note des choses qui m'intéressent. Et La Cité, en fait, c'est une œuvre qui en est à sa 3e mouture et qui n'est pas encore complètement calée. Mais c'est une œuvre que j'ai faite en souvenir d'un bout de la chapelle Scrovegni qui est ornée des fresques peintes par Giotto. Et en fait, dans la chapelle Scrovegni, il y a une partie des fresques où on voit le baiser de Sainte-Anne et Joachim devant la porte dorée. Et en fait, je l'ai vu à Padoue quand j'étais aux Beaux-Arts. On avait fait un voyage avec l'école là-bas. Et je crois que j'ai acheté après un livre, ou j'ai acheté là-bas un livre. Et c'est resté comme ça. Et quelques années après, j'ai re-regardé ça, ou je sais pas, ça m'est resté en tête. Et je me suis rendu compte en fait que Giotto a axé le baiser sur un angle de l'architecture de la porte. Et pour moi, c'est devenu... Alors ça, c'est pareil, c'est moi qui fais vraiment complètement cette observation-là, parce qu'elle n'est pas forcément... Je pense que c'est quelque chose qui est de toute façon là dans la composition, mais c'est pas... Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai vu et je l'ai lu
comme l'idée que ce baiser-là, il est axé sur l'entrée de la ville. Et que donc la ville, le début de la ville, il s'axe sur ce baiser. Et j'aimais bien cette idée de se dire, ben voilà, un baiser, c'est ceux qui commencent à faire ville. Et d'une rencontre comme ça, qui est un baiser qui peut être amical, qui peut être amoureux, qui est de différents types de baisers, hein, qui est cette embrassade-là, c'est l'endroit où la ville va pouvoir commencer. Et du coup, j'ai transformé ça dans l'autre sens. Donc j'ai inversé le rapport de proportion, puisque ma ville est devenue toute petite et elle a pris naissance au point de contact en fait entre deux personnages. Alors je disais que c'est une œuvre qui a eu plusieurs étages. Je l'ai faite en 97, donc c'est une œuvre assez ancienne en fait. Et en fait, je l'ai remontrée en 2010. J'avais été invitée pour une exposition au Centre d'Art Passerelle par Ulrike Kremeyer, et qui était une expo autour de la ville. Et je lui ai dit, mais tu sais, j'ai cette œuvre-là. Et j'ai dit, mais elle est quand même assez vieille. Et elle me dit, oh, je fais voir. Et je lui ai montré. Elle m'a dit, c'est super, c'est parfait dans l'expo. Donc, mais par contre, j'aimais plus le dessin. Et je le trouvais maladroit, ça allait pas. Donc j'ai refait le dessin. Et là, je l'ai encore un peu refait, mais il me plaît toujours. Il est presque pas mal, mais il y a encore un peu des trucs. Je pense que je vais le rechanger la prochaine fois que je le fais. La ville, par contre, est toujours la même. Elle se promène comme ça, de main en main. Donc, en fait, il y a des souvenirs comme ça. Après, des fois, il y a des choses qui sont directes. Par exemple, il y a un dessin, dans le mur de dessin, avec un personnage qui est de dos face à une fenêtre. Ça, c'est un dessin que j'avais fait... c'est d'ailleurs un dessin, c'est la 3e mouture d'un même dessin que j'ai fait à plusieurs reprises, d'après un tableau dont j'ai oublié d'ailleurs le nom du peintre. Je l'avais renoté, mais je l'ai oublié. Mais c'est un tableau qui est au musée, à la Galerie nationale de Dublin. J'étais en résidence là-bas, au musée d'art moderne, et je suis allée beaucoup à ce musée, voir les tableaux et redessiner certains tableaux. Et donc je vois ce tableau avec cette jeune femme devant son paysage. Et moi, ce que je vois qui m'intéresse, en fait, c'est ça. Quand je vois les œuvres, il y a des constructions et je vois comment les compositions fabriquent des trucs qui sont pour moi signifiants. Et je vois le fleuve derrière le personnage et qui passe comme ça sur la partie blanche de son habit et puis qui ressort de l'autre côté. Alors ça, c'est moi qui le vois, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit hein, tu racontes. Mais moi, je vois ça, et pour moi, ça devient un truc assez fou, parce que je me dis, en fait, cette femme-là, c'est comme elle est à la fois dans un premier plan, et à la fois, il y a l'arrière-plan qui vient la chercher comme ça. Je trouvais ça très, très beau comme idée. Alors, je l'ai peut-être un peu inventé, mais du coup, je l'ai d'abord dessiné de façon très rapide dans un carnet, un peu comme ça... très vite. Je crois que j'avais amené une image d'un des carnets où on le voit très mal dessiné, où j'ai juste dessiné cette histoire-là. Et après, j'ai refait le dessin. Alors, je l'ai refait avec le personnage, je l'ai tourné de dos. Je l'ai fait avec la femme, avec le personnage tourné de dos. Et puis, je l'ai refait avec une femme avec un habit plus moderne. Et puis, je l'ai refait une 3e fois avec avec ce personnage-là. Et pour moi, ça c'est... et le premier dessin, en fait, il fait partie d'une série qui s'appelle Reprises, et qui sont comme des reprises au cinéma, en fait. Au cinéma, on a le droit de faire des reprises, en art aussi, en fait. Et des fois, moi, il y a des choses dans l'histoire de l'art qui m'intéressent, et je les prends, et puis je les redessine, ou je les refabrique à ma sauce. Je vous rappelle à tous que si vous avez des questions, le chat nous permet de les poser à Stéphanie. Et donc, on est très, très heureux de pouvoir échanger avec vous. Je voudrais juste revenir sur tu as dit, quand je fais une exposition, je pense aux visiteurs, je vais faire en sorte qu'ils ne s'ennuient pas, je vais créer des temps plus ou moins forts. Dans la salle sur la ville, il y a un grand mur rose avec un accrochage que nous, dans notre jargon, on appelle un peu en parterre de fleurs, qui correspond à des accrochages
un petit peu qui est comme ceux qu'on faisait au 19e siècle, parce que le tien n'est pas tout à fait comme au 19e siècle, et c'est ce décalage certainement qui est intéressant. Mais est-ce que tu peux nous parler de ce mur et puis aussi de la façon dont tu as conçu chacune des salles? Alors, c'est vrai que l'idée était... en fait, quand j'ai conçu les salles, il y a plusieurs choses qui ont orienté le choix des œuvres et puis leur positionnement. Il y a l'architecture du lieu, le fait que ce soit 3 salles à peu près carrées, avec à chaque fois une entrée d'un côté avec une sorte de sortie, entre guillemets, de l'autre, c'est-à-dire une fenêtre de l'autre, qui peut être une fenêtre en hauteur, et du coup, ça fait une niche, ou une fenêtre sur l'extérieur. Donc, la salle où on a la fenêtre sur l'extérieur, je me suis dit, ça, c'est la salle pour la communauté. Donc, c'est une salle avec très peu d'œuvres et qui sont le grand mural. Et c'est des œuvres où les personnages sont à l'échelle 1, quasiment tout. Il y a juste un petit dessin dans un coin. Et il y a un portant avec des plans de ville, donc qui fait référence du coup à la salle de la ville, qui elle en fait dans la niche en face il y a la cité, et pareillement dans la salle sur le paysage j'avais mis le light projection, donc projection de lumière ou projection légère comme on veut, donc le personnage qui tient comme ça un panneau devant au fond. Donc il y avait cette idée d'une traversée, et puis chaque salle elle a un peu effectivement son échelle. La communauté, donc comme je viens de le dire, c'est des personnages à l'échelle 1. Le paysage, ce sont des petites miniatures finalement, plein de petits paysages comme ça, plein de petites images avec aussi des photographies. Et puis la cité, donc là en fait je me suis dit il faut changer aussi d'un peu de rythme. Soit on fait une expo, tout est sur le même rythme, et on peut avoir cette idée d'une immense cohérence et de quelque chose qui est vraiment dans une unité de l'accrochage. Soit moi j'aime bien quand ça varie. Et donc là je me suis dit pourquoi pas essayer d'avoir des choses qui sont très hétéroclites en termes de facture, en termes de médium, puisqu'il y a des photos, il y a des dessins au crayon gris, il y a des dessins à l'encre, il y a des dessins avec des encres de couleur. Et donc d'avoir cet ensemble-là sur un mur face à ce gros objet qui est la cité. Et après, moi, j'aime pas regarder les dessins sur fond blanc dans les musées, parce que je trouve que ça fait mal aux yeux. Et puis le blanc du mur... Le blanc du mur et jamais le blanc du papier, du coup ça fait des blancs. Et puis là moi j'ai 15 blancs différents parce que j'ai jamais les mêmes papiers. Donc, et puis le mur blanc, c'est le white cube du 20e et du 21e siècle. C'est très beau et c'est nécessaire pour plein de choses. Mais je trouve que pour montrer des dessins, ça manque un peu de corps en fait. Ça manque... Et puis, j'aimais bien l'idée de tous les réunir. Si j'avais pu, j'aurais fait un papier peint, par exemple. J'adore l'idée des papiers peints. Et puis, on met les œuvres et on charge aussi à certains endroits. Et je peux charger à cet endroit parce que le reste est quand même très aéré. Donc, voilà. Après, la couleur, je voulais un bleu au début. Et puis, les régisseurs, quand ils sont venus dans l'atelier, ils m'ont demandé « Ah, tu vas faire quelle couleur pour chercher les œuvres ?» J'ai dit « Je sais pas, un bleu. » « Ah oui, il y a un bleu aussi, il y a une autre salle. Vous avez accroché des tableaux du 19e siècle, je crois. Bleu. » Et j'étais « Ah non, s'il y a déjà une salle bleue, je ne vais pas pouvoir faire bleu. » Alors je vais faire quoi? J'ai déjà fait une salle verte. Je me suis dit « Bon, on va faire un truc rose. » Non, je voulais une couleur un peu brique. Et puis en fait... je m'y suis pris un peu tard. Je suis allée chercher ma peinture à Marseille après-midi dans le centre-ville. Je ne trouvais rien. Et j'ai trouvé, par contre, cette espèce de vieux rose. Je me suis dit, oh, ça peut être pas mal. Couleur un peu taupe. Bon, au début, j'avais un peu peur. Puis en fait, dès qu'on a mis les dessins dessus, c'était bien. Et les dessins, après, je les ai amenés. Et là, c'est pareil. Sur l'accrochage, j'en ai amené un peu plus que ce qu'il fallait. Je ne savais pas trop comment les organiser. J'ai déroulé au sol, dans la salle du musée, un grand papier de craft, de la taille exacte de mon bout rose, de mon rectangle rose. Et puis là, j'ai fait Tetris, quoi. Je les ai posés. Et puis j'ai essayé de... Là, pour le coup, c'est complètement visuel.
C'est-à-dire, il n'y a pas du tout de réflexion, de pensée, de construction. C'est vraiment quelque chose, il faut juste que ce soit équilibré visuellement, en fait. En tout cas, sache que les enfants s'amusent beaucoup devant ce mur. On a une petite activité de médiation pour les visites scolaires où ils vont rechercher des détails, rechercher des œuvres, et ça marche très très bien pour eux. Bon, Stéphanie, merci beaucoup pour cet échange. Je crois que tu nous as raconté beaucoup de choses qui éclairent ton travail, qui vont nous permettre de mieux le comprendre. Et on va pouvoir du coup maintenant découvrir le petit dessin animé que tu as apporté. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Oui. Avant de vous quitter, je vais peut-être juste dire 2 mots de ce que c'est en fait. Je fais très peu d'animation, mais j'ai un ami très très bon musicien, Graham Gargiulo, à qui j'avais demandé. Un jour, on était parti d'une boutade et on s'est dit, on va faire un truc ensemble. Donc je lui ai dit, envoie-moi une musique et puis je ferai un dessin animé avec. Je lui ai dit, tu m'envoies un morceau très court et avec des paroles, comme ça j'ai une narration à illustrer. Je m'étais vraiment mise. Et il m'a envoyé un morceau très long, de 9 minutes, sans paroles. Et du coup, en fait, mais par contre, on l'a un peu raccourci pour l'animation. Et ce qui m'a intéressé, c'est que c'est un morceau en boucle. Donc il y a une boucle qui revient très régulièrement. Et du coup, les 2 personnages, en fait, je l'ai amené ce soir parce qu'en fait, elle fait aussi écho au thème de l'exposition, puisqu'on a une rencontre avec 2 personnages, avec des histoires de décors qui sont à la fois un décor urbain, un décor construit et un décor naturel. Et voilà, ils se retrouvent coincés dans une histoire un peu impossible. C'est un peu une histoire la plus bête du monde. Voilà, un homme, une femme. Et puis, il y a des objets et avec des histoires de décors qui sont très légèrement instables. Voilà. Je te laisse le mot de la fin. En tout cas, merci. Non, c'est bon. Bon, merci à tout le monde. Et puis, peut-être à bientôt en vrai au musée, on espère.